La nouvelle année vient à peine de commencer, et la planète nous rappelle déjà qu'il est trop tôt pour se relâcher. Tandis que certains célébraient 2026 avec du champagne, d'autres se sont précipités dans les rues, paniqués, sirènes hurlantes. Le 3 janvier, des images ont fait le tour du monde. Le président du pays interrompant son discours officiel et quittant la salle. Des gratte-ciel oscillant à l'extérieur, des alertes d'urgence clignotant sur les écrans de téléphone. Le Mexique, l'état de Guerrero, une station balnéaire en plein chaos. La capitale Mexico était figée dans l'attente. Ce n'était que le début, car le choc initial a été suivi d'un événement inattendu. Près d'1 millier de répliques en moins de 24 heures. La Terre n'a littéralement jamais cessé de trembler. Mais ce n'est même pas le plus effrayant. Les géologues examinent les cartes des failles tectoniques et y voient un tableau alarmant. Ce qui s'est passé au Mexique pourrait n'être qu'un signal d'alarme. Un avertissement de ce qui pourrait suivre. On parle d'une région entière, de la côte mexicaine à la Californie. Vous allez maintenant tout apprendre sur la catastrophe, qui alimente les débats des experts sur les risques sismiques mondiaux. Voici les questions clés auxquelles cet article répondra. Pourquoi près de 1000 secousses sismiques en une seule journée constituent-elles une anomalie? Même pour une zone sismique à risque? Qu'est-ce que cela signifie? Mexico est-elle l'une des villes les plus dangereuses au monde en cas de tremblement de terre? Les événements au Mexique sont-ils liés à la catastrophe imminente sur la côte ouest américaine? Quand faut-il s'attendre à un séisme majeur? Et une activité sismique accrue pourrait-elle déclencher un tsunami dévastateur dans l'océan Pacifique? Le vendredi 3 janvier 2026 au matin. Le président du Mexique tient sa première conférence de presse de l'année au Palais national. Soudain, les sirènes retentissent, les bâtiments se mettent à trembler. Le président se lève calmement, s'adresse aux journalistes et se dirige vers la sortie. Pendant ce temps, une véritable catastrophe se déroule dans le sud du pays, son épicentre se situant dans l'état de Guerrero. La ville de San Marcos, à seulement 65 km de la célèbre station balnéaire d'Acapulco, où des centaines de touristes profitaient d'une matinée au bord de l'océan Pacifique, a été secouée par un séisme de magnitude 6,5, dont l'épicentre se situait à 35 km de profondeur. Bien que cela puisse paraître éloigné, il s'agit d'un séisme superficiel. Ce qui signifie que les dégâts seront importants. Les immeubles d'hôtels oscillaient comme des pendules. Les monuments des places craquaient sous la pression et les rames de métro tremblaient sur leurs rails. Paniqués, les gens se sont précipités dans les rues, sans comprendre ce qui se passait. Le système d'alerte sismique du Mexique a fonctionné correctement. Les sirènes ont retenti dans tout le pays, de la capitale, Mexico, aux stations balnéaires. La distance entre l'épicentre et la capitale est de plus de 400 km, mais les secousses ont été ressenties jusque dans la capitale. Cela témoigne de la puissance du séisme. Les touristes, dont beaucoup découvraient les tremblements de terre pour la première fois, étaient désemparés. Les habitants, quant à eux, ont suivi un réflexe bien établi, rapidement, mais sans paniquer, ils ont quitté leurs bâtiments. Des glissements de terrain ont commencé sur les routes. L'asphalte s'est fissuré, des rochers se sont détachés des montagnes, bloquant l'accès. Et ce n'était que la première vague. La suite se déroulerait comme prévu. 936 répliques en quelques heures, il ne s'agit pas d'une erreur. Le service sismologique mexicain en a enregistré exactement ce nombre. La Terre ne parvenait pas à se calmer. De quoi perturber psychologiquement même les personnes les plus préparées, car les répliques peuvent se poursuivre pendant des semaines, on ignore quand elles s'arrêteront. On ignore laquelle sera la plus forte. Les spécialistes ont continué à surveiller chaque secousse, établissant des prévisions. Mais la précision absolue en la matière n'existe pas. L'ampleur de l'événement est devenue claire à mesure que les informations arrivaient des différents États. Guerrero, où se situait l'épicentre, a été, comme prévu, fortement touché. Mais des secousses ont été enregistrées dans 5 autres États du pays, un immense territoire, dans certains cas. Les bâtiments ont tremblé si violemment que les habitants ont refusé de retourner chez eux, même après la première vague de panique. Acapulco, ville de 673 000 habitants, est devenue une zone à haut risque. Des glissements de terrain ont bloqué des routes, endommagé des infrastructures, et la saison touristique battait son plein, les hôtels affichaient complets. Que se serait-il passé si une telle catastrophe s'était produite? De nombreux visiteurs ont rapidement modifié leurs plans et tenté de quitter les lieux, mais les routes étaient partiellement détruites. La situation était pire encore à proximité de l'épicentre. La ville de San Marcos, qui ne compte que 13 000 habitants, est située à 15 km du point de secousse principal. Là-bas, les habitants ont littéralement senti le sol se dérober sous leurs pieds comme des vagues. Les vieux bâtiments n'ont pas résisté au poids des secousses. Des fissures se propageant le long des murs sous leurs yeux. Dans la capitale, Mexico, à des centaines de kilomètres de l'épicentre, la situation n'était guère plus réjouissante. Pourquoi la capitale a-t-elle été si durement touchée, malgré son éloignement de l'épicentre? La ville est construite sur le lit asséché d'un ancien lac.
Cette caractéristique rend le sol meuble et instable. Les ondes sismiques se propagent à travers ce type de sol. Autrement, elles seraient amplifiées et résonneraient. Explique pourquoi même les séismes lointains sont ressentis à Mexico. C'est pourquoi, en 1985, un tremblement de terre dont l'épicentre se situait à 300 km de la capitale a détruit des milliers de bâtiments à Mexico. Les ingénieurs le savent, les bâtiments modernes de Mexico sont construits en tenant compte de ce risque. Mais les logements plus anciens restent vulnérables. La géologie est un facteur défavorable pour la ville. En 2026, les habitants se sont souvenus de cette leçon. Et l'évacuation massive a été rapide et organisée. Malgré tout, il y a eu des victimes dès les premières minutes, et outre les morts, on a dénombré des dizaines de blessés. Et ce ne sont là que les statistiques officielles pour la capitale. Dans les autres régions, le bilan était séparé. Les services de protection civile ont lancé une opération d'envergure. Dans l'état de Guerrero, ils ont dégagé les routes des glissements de terrain, inspecté chaque pont et chaque viaduc, et les ingénieurs ont travaillé sans relâche. L'Institut d'études géologiques des États-Unis, USGS, a émis une alerte au tsunami. La nouvelle était inquiétante, mais l'alerte a rapidement été levée. Les observations ont montré que le niveau de l'eau n'avait pas bougé, que le fond océanique n'avait pas bougé verticalement et qu'aucune vague ne s'était formée. Cette fois-ci, il semble que nous ayons échappé au pire. Le secteur du tourisme a été durement touché. Les annulations de réservations ont afflué, certains clients ont réclamé des indemnisations. Et les hôtels ont subi des pertes non seulement dues aux dégâts matériels, mais aussi à l'exode massif de leur clientèle. Le Mexique utilise le système d'alerte sismique SASMEX, un dispositif conçu pour avertir la population d'un tremblement de terre et de la nécessité d'évacuer les habitations 50 à 100 secondes avant son déclenchement. Selon l'épicentre, un délai insuffisant. Direz-vous, mais au moins le système est efficace. La question principale est maintenant: pourquoi le Mexique et que se passe-t-il là-bas? Le Mexique fait partie de ces pays où les séismes ne sont ni aléatoires ni exceptionnels. Ils font partie intégrante de la réalité géologique. En effet, son territoire se situe à la jonction de 3 plaques tectoniques géantes. Imaginez d'immenses plateformes rocheuses, de la taille de continents, flottant sur le manteau terrestre en fusion. La plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque Coco. Elles sont en mouvement constant, lent certes, mais accumulant une pression énorme. La zone située le long de la côte sud du Mexique est particulièrement dangereuse. Là, la plaque océanique Coco plonge littéralement sous la plaque continentale nord-américaine. Ce processus est appelé subduction. La plaque s'enfonce dans le creusement de la Terre, frotte contre sa voisine et se déforme. La pression s'accumule pendant des décennies et à un moment donné, une rupture se produit. Toute l'énergie accumulée est libérée en quelques secondes, comme au Japon. L'épicentre du séisme actuel est la faille médio-américaine. Une fosse sous-marine au large des côtes, l'endroit le plus dangereux de la région. Le point focal se situe à 35 km de profondeur, ce qui est peu profond à l'échelle géologique. Plus la rupture se produit près de la surface, plus les dégâts en surface sont importants. L'énergie n'a tout simplement pas le temps de se dissiper. Quant aux prévisions, est-il possible de prédire un séisme dans cette région? La science moderne ne peut pas déterminer avec précision la date et le lieu d'un futur séisme. Nous connaissons seulement les zones à risque et leur localisation approximative. Il y a la faille sismique de Guerrero, une portion de littoral au large d'Acapulco, qui n'a connu aucun séisme majeur depuis bien trop longtemps. La tension s'y accumule depuis plus d'un siècle. Les géologues sont inquiets. Plus le silence se prolonge, plus le risque de déclenchement est grand. Alors, un autre séisme important pourrait-il se produire au Mexique prochainement? Absolument. Les plaques tectoniques sont en mouvement constant. La subduction se poursuit et la tension augmente. À l'heure où vous regardez cette vidéo, des séismes de magnitude 6 et plus s'y produisent régulièrement. Tous les 2 ou 3 ans, une magnitude de 6 par décennie, une magnitude de 8 et plus par siècle. Mais ce ne sont que des moyennes, la nature est imprévisible. Après ces événements au Mexique, beaucoup se sont demandé, qu'en est-il des États-Unis? La question est légitime. La côte ouest américaine est également en zone à risque. La Californie, l'Oregon, tout cela fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Mais le mécanisme de risque y est différent. En Californie, la faille de San Andreas est prédominante. Il s'agit d'une faille transformante. 2 plaques tectoniques glissent horizontalement l'une par rapport à l'autre.
La plaque pacifique glisse vers le nord, la plaque nord-américaine vers le sud. La friction est colossale, l'énergie s'accumule constamment. Les séismes y sont inévitables. Une magnitude de 7 ou plus est un scénario très réaliste. San Francisco et Los Angeles, toutes deux situées dans la zone à risque, présentent une nuance importante. Le déplacement horizontal des plaques provoque rarement des tsunamis. Le fond océanique ne se soulève pas et ne s'abaisse pas, et aucune vague n'apparaît. Une toute autre histoire. Lorsqu'on plonge sous la plaque nord-américaine, presque comme au large des côtes mexicaines. Et c'est une véritable bombe à retardement. Le dernier séisme à cet endroit remonte à 1700. Sa magnitude est estimée à 9,00 et il a généré un tsunami, qui a atteint le Japon en traversant tout l'océan Pacifique. Mais voici un point important. Les séismes mexicains ne sont pas directement liés aux menaces de la chaîne des Cascades. Ils sont différents. La ceinture de feu du Pacifique, à des milliers de kilomètres de distance, et un transfert de contraintes d'une telle ampleur sur des semaines ou des mois n'a pas été confirmé. Parlons maintenant du tsunami. Après chaque fort séisme côtier, la question se pose. Qu'adviendra-t-il de la vague ? La plupart des séismes, même ceux de magnitude 6 ou 6,5, ne génèrent pas de tsunami. Des conditions spécifiques sont nécessaires pour qu'un tsunami se produise. Une source sous-marine, un déplacement vertical du fond marin. Une magnitude supérieure à 7,5 et une source superficielle. Dans le cas du séisme mexicain, ces conditions n'étaient pas réunies. Le fond marin n'a pas bougé, la profondeur de l'eau n'a pas varié et aucun tsunami ne s'est formé. Cependant, cela ne signifie pas que le danger est totalement écarté. La zone de subduction au large des côtes mexicaines demeure potentiellement dangereuse. Si un séisme de magnitude 8 ou plus, présentant les paramètres requis, s'y produisait, la vague frapperait toute la côte ouest américaine. Un méga-séisme à cet endroit engendrerait presque certainement un tsunami dévastateur, et chaque minute compterait. En résumé, le séisme de janvier 2026 au Mexique s'est produit pour la même raison que des centaines d'autres événements dans la région, le mouvement des plaques tectoniques, et plus particulièrement la subduction de la plaque Coco sous la plaque nord-américaine. Ces processus géologiques sont en cours. Dans les années à venir, secousses de magnitude 6 à 7, voire plus, sont donc fort probables. Quant à la côte américaine, elle connaît également des saisons sismiques actives, susceptibles de générer de forts séismes. Mais les mécanismes et la fréquence de ces événements diffèrent de ceux observés au Mexique. Ils sont davantage liés aux failles transformantes et à la subduction dans d'autres contextes géologiques. C'est tout pour le moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.